C'est un lieu qui a toujours accueilli beaucoup d'artistes. Vous savez ce que c'était au départ? Un cabaret, je crois. Un cabaret. Il y avait un peintre qui adorait cet endroit, c'était Manet. D'ailleurs, il s'est inspiré. Il a peint une toile d'ailleurs, Michel Le Père-Laqueuille. Exactement. Et au début du XXe siècle, c'est devenu un café-concert avec des grandes voix de l'époque qui se sont élevées. Il y avait Maurice Chevalier, Lucien Boyer. C'est devenu un cinéma dans les années 30. C'est pas un cinéma comme les autres. Non. La spécificité de celui-là, c'est que c'est un cinéma qui est fait pour des cinéastes, par des cinéastes, donc appartient à des cinéastes. Et ça s'appelle donc Le cinéma des cinéastes. des cinéastes. Souvent, il y a des décryptages après les films, il y a aussi une introduction avant le film. C'est important pour vous de donner à entendre, d'expliquer avant, après? Bien sûr. L'avantage de lieux comme ceux-là, c'est d'être des agoras pour des cinéastes qui portent une vision sur le monde et de pouvoir derrière la discuter, la confronter avec un public. C'est un endroit que vous aimez bien? Ouais, c'est un endroit que j'aime beaucoup parce qu'on est dans le Paris populaire. Et puis c'est un endroit que j'aime beaucoup parce qu'il y a un restaurant juste à côté qui s'appelle le Vepler où on mange les meilleurs culinaires de Paris. On va y aller alors. Bah oui, volontiers. C'est une blonde. Bonjour Nabil Ayouch. Bonjour, Bienvenue dans votre Paris des Arts. merci de m'accueillir. Vous êtes cinéaste. Votre dernier film, Much Loved, a fait l'effet d'une bombe. Récompensé, salué en France, il est toujours interdit au Maroc, évidemment. Dans cette émission, on va en parler. On va aussi revenir sur votre carrière. Mais avant, on va aller faire un petit tour dans cet endroit que vous aimez bien, le cinéma des cinéastes. Ouais, que j'aime particulièrement et dans lequel je suis vraiment très heureux de pouvoir vous emmener aujourd'hui. Eh bien, je vous suis. Ça c'est Paris, ça c'est Paris. C'est un lieu mythique du 17e arrondissement de Paris. Ce cinéma d'art et d'essai est une initiative de l'ARP, un regroupement de 200 auteurs, réalisateurs et producteurs français. Un sanctuaire pour le 7e art d'ici et d'ailleurs, où le dernier long métrage de Nabil Ayouch, Much Loved, a récemment été projeté. Vous êtes un cinéma dit d'art et d'essai, ça signifie quoi en termes de programmation? Alors, il y a une nuance en fait entre un cinéma indépendant d'art et d'essai et un cinéma qui ne l'est pas. Un cinéma qui ne l'est pas va se préoccuper de savoir ce qu'il y a sur ces fauteuils, combien de personnes dans la salle, etc. Le cinéma d'art et d'essai, ça reste un cinéma d'artisans qui se préoccupe d'abord des œuvres et qui les propose en fait. C'est un montreur de films. De l'autre côté, c'est une exploitation. Et puis c'est aussi un cinéma militant. Ah bah oui, complètement. C'est un cinéma qui défend des œuvres parce qu'il y croit Oui. avant tout. On va commencer par vous faire visiter un peu le cinéma. Ça, c'est du 35 mm. C'est du 35 mm, donc je ne vais pas la prendre à l'année, mais peut-être toi Valérie, 35 mm, c'est la largeur de la pellicule. C'est quoi la révolution numérique? Quand on a des choses à dire, on les dit, que ce soit en 35 ou que ce soit en numérique. Avant, on était limité par des durées de bobines, donc on ne pouvait pas tourner en gros plus de 20 minutes. Pour des réalisateurs comme moi qui aiment bien faire durer des scènes avec les comédiens, c'était un petit peu frustrant. Ça, c'est une table de montage assez particulière, parce que c'est la table de montage son et pas image, qui a servi à monter Un homme, une femme de Claude Lelouch. De Claude Lelouch. À l'époque où on montait là-dessus, c'était quand même assez compliqué, parce que quand on coupait une bobine et qu'on la raccordait à une autre, c'était quand même du boulot, et puis il fallait prendre le temps et le recul de se rendre compte de ce que ça donnait avant de décider de changer d'avis, parce que c'était quand même une usine à gaz. Il y a un truc assez rigolo ici, c'est que vous avez des anciennes affiches. Et il est formellement interdit aux artistes sans distinction de stationner dans les coulisses. C'est quand même, à mon sens, une des plus belles salles de Paris. Bon, elle est belle cette salle, non? Elle est très très belle. Ça, ce sont des structures Eiffel? C'est ça. La légende veut que ce soit des parties de la Tour Eiffel qui ont été réutilisées pour des constructions un peu partout dans Paris, et dont ici en fait. Donc ce seraient des chutes de la Tour Ce seraient Eiffel. des chutes de la Tour Eiffel. Vous avez une mission qui est aussi celle d'éduquer. Vous recevez un public très jeune, des scolaires, Ouais, des exactement. collèges, des lycées. On a un peu une mission quand même de service public qui est de
d'éducation à l'image. Cette idée d'éduquer est fondamentale parce qu'elle permet de construire un esprit critique. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Il y a un travail vraiment de militantisme qui est fait par les salles de cinéma et qui permet justement, quand on est face à un point de vue qui vient d'Iran, de Corée, du Maroc ou d'ailleurs, de comprendre ce que le réalisateur a envie de nous raconter, tout simplement. Et ça nous ramène à une notion aussi à laquelle je suis particulièrement attaché, et je sais qu'à l'ARP aussi c'est le cas, c'est la diversité culturelle. Nabil, vous n'avez pas l'air traumatisé, un peu secoué quand même par la tempête qu'a provoqué votre dernier film, Much Loved? Un peu interpellé, oui. J'ai encore, je vous avoue, avec le recul, un peu de mal à comprendre comment tout ça a pu arriver et surtout prendre de telles proportions. Le film Much Loved raconte avec un réalisme cru, mais aussi beaucoup d'empathie, le quotidien de 4 prostituées dans le Marrakech d'aujourd'hui. L'envie au départ, c'est quoi? Est-ce que c'est de mettre en lumière une réalité occultée qui dérange? L'envie, c'est de parler de ces femmes qui sont des femmes que je trouve admirables. C'est des combattantes, elles ont tout contre elles, elles ont une société qui les juge, qui les condamne, qui ne les écoute pas, elles ont une famille qui leur suce le sang, qui les utilise, et puis au milieu de tout ça, elles doivent garder la tête hors de l'eau. بدي لك الصباح كل شيء الفلوس راه خصنا الفلوس خصنا الكرا خصنا الزبل خصنا الوين مقيره انا اللي كنفكر في هذا الشيء يلا فيقه الو chérie comment ça va Le film, il a été notamment accueilli sur tapis rouge à Cannes. Il est interdit au Maroc pour atteinte à la dignité de la femme et à l'image du royaume. Vous avez subi la censure, des agressions, des menaces. Est-ce que vous vous attendiez à un tel déferlement de haine? Non. Je m'attendais à ce que le film suscite des réactions controversées. Je m'attendais à ce que des gens puissent être opposés au film parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils ont envie de voir. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des réactions aussi violentes, une telle haine qui s'exprime à l'encontre de mes actrices et de moi-même. Moi, je pense que la fiction n'a pas de devoir de réalité. C'est ma vérité que j'exprime. Voilà, c'est un point de vue. Ce point de vue, on veut l'entendre, on veut l'écouter, ou au contraire, on veut le rejeter. Ça regarde que ceux qui sont face à un écran de cinéma. Et que je sache, le cinéma n'est pas un acte obligatoire. Avant Much Loved, il y a eu Les Chevaux de Dieu, le parcours de jeunes de bidonville de Casablanca qui sont enrôlés par des djihadistes et qui finalement sont transformés en bombes humaines. Pourquoi avoir choisi, 10 ans après les faits, après ces attentats de Casablanca de 2003 qui ont fait 45 morts, de revenir sur cet événement sanglant? J'ai grandi à Sarcelles, en banlieue parisienne. Et depuis le milieu des années 90, j'ai arpenté pas mal les faubourgs de Casablanca, notamment Sidi Moumen, qui est le quartier d'où sont partis les kamikazes qui ont commis les attentats du 16 mai 2003. J'ai vu en fait les mêmes causes, les mêmes stigmates que ce que j'avais pu observer à Sarcelles dans mon enfance. J'ai vu un habitat insalubre remplacé par des barres d'immeubles, et en même temps, une absence de lien social, une absence de lien identitaire. Tout ce qui pouvait permettre à ces habitants de ce quartier de se sentir connectés, de se sentir citoyens. Et du coup, je me suis dit, ça crée en tout cas un lien assez particulier avec ce quartier. Et quand le 16 mai 2003, ça a pété, et que ces jeunes sont partis de Sidi Moumen, voilà, j'ai eu envie de retourner là-bas et j'ai eu envie d'essayer de comprendre comment des gamins de 10 ans peuvent se transformer en bombes humaines. غادي تخدموا معنا دويت مع ابو الزبير وعطى الموافقه ديالو الحمد لله. لا تغضب ولك الجنه. Avec votre caméra plongée dans le réel, trempée dans la plaie, comme une loupe finalement posée sur la société marocaine, est-ce que c'est un miroir que vous lui renvoyez à elle-même ou est-ce que c'est une façon de la montrer au reste du monde?
C'est effectivement, en tout cas à travers mes films, une façon de tendre un miroir, de dire aux gens, voilà, regardez-vous, regardons-nous, parce que je m'inclus aussi, voyons ce que nous sommes et acceptons ce que nous sommes. Parce que je crois que c'est le meilleur moyen pour une société de grandir. Et on grandit aussi parce qu'il y a un débat public, parce qu'à travers un film, parce qu'à travers une œuvre artistique, on accepte de débattre. On va parler un peu de vos racines. Alors, vous êtes franco-marocain. Vous avez baigné dans une double culture, à la fois musulmane et juive. Comment est-ce que vous avez vécu ce conflit? Enfin, je ne sais pas si c'est un conflit. En tout cas, cette identité culturelle multiple. Non, on peut parler de conflit, oui. Un conflit intérieur, Voilà. au départ, parce que je l'ai vécu comme ça. Surtout que dans mes deux familles, il y avait des positions assez affirmées sur le conflit au Proche-Orient, israélo-palestinien. Et puis parce qu'il y avait toujours soit un débat, soit une dispute, soit une télé allumée avec les informations qui passent et qui parlent d'un attentat qui a eu lieu le jour même au sein de ce conflit. Donc voilà, j'ai toujours été, comment dire, ça a été dur. Et puis ce sentiment de ne pas savoir véritablement à quoi s'accrocher. Et jusqu'à l'adolescence, ça n'a pas été évident à porter, jusqu'à ce que je me rende compte que finalement, ce n'était pas une peine d'avoir plusieurs identités, mais c'était une richesse. Alors, quelle est la part de vous-même, évidemment, dans ce documentaire Mylène que vous avez réalisé, où vous donnez la parole à des réfugiés palestiniens? J'imagine qu'il y a beaucoup de vous-même. Oui, bien sûr. Évidemment, ces réfugiés palestiniens qui vivent dans des camps au Liban n'ont pas connu leur Palestine historique et ne l'ont pas revue depuis 1948. Donc ils la vivent par procuration, ils la vivent à distance, et je leur ai demandé de m'en parler, je leur ai demandé de me parler des couleurs, des sons, des odeurs, je leur ai demandé de me donner des images, me décrire, et j'ai eu envie d'aller porter cette mémoire palestinienne à des jeunes Israéliens de 20 ans qui aujourd'hui habitent dans les mêmes villages que là où habitaient ces Palestiniens, qui se sont évidemment bien transformés depuis, et qui n'ont pas cette mémoire palestinienne, qui n'ont pas cette mémoire de la terre, et de voir ce que ça allait pouvoir procurer chez eux. Et vous avez dit, quand j'étais enfant, je ne savais pas à quoi m'accrocher. Est-ce que vous savez aujourd'hui à quoi vous accrochez? Aujourd'hui, j'ai envie de m'accrocher à une foi, une croyance qui est toute personnelle, toute intime, qui est une croyance en l'être humain. Je crois que c'est ma seule passion, l'être humain. En tout cas, ça l'a toujours été, et j'ai envie que ça puisse continuer à l'être. Dans son Paris des Arts, Nabil a voulu nous présenter l'artiste Emmanuelle Perrat. Elle expose en France et à l'étranger ses visages et ses corps fuselés au pastel. Des œuvres surdimensionnées, très structurées, sur lesquelles elle travaille des heures et des heures pour faire émerger une vérité, une intimité. Bon, comment vous êtes rencontrés tous les deux? Ça fait 25 ans, à peu près. Une vingtaine d'années, oui, à peu près, oui. Emmanuelle était aux Beaux-Arts, Ouais. et j'organisais donc un concours sur le thème de la Méditerranée. C'est comme ça que j'ai découvert son travail. Il y a beaucoup d'architecture dans votre façon de peindre. À quoi elles correspondent, toutes ces lignes? On a l'impression que c'est des fractures, des fêlures. C'est quoi? C'est des lignes de vie? Quand je dessine, je suis là. Donc j'ai du mal à avoir toute la globalité de mon dessin. Donc j'ai besoin continuellement de me reculer. Mais pour arriver à structurer cette espèce de chaos que j'ai besoin de créer des lignes de construction. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Nabil, dans ces dessins? Une représentation du réel, ou est-ce que vous noyez un peu, vous perdez un peu dans ces différents découpages? Je vois vraiment des êtres où on a, dont l'âme s'est un peu éparpillée et qu'Emmanuelle a reconstruit. Vous travaillez beaucoup sur les visages, beaucoup sur les corps aussi. Tout à fait. Je pense que l'intimité, enfin pour moi, se situe plus quasiment au niveau du visage qu'au niveau vraiment de la nudité corporelle. Bon, alors comment vous réalisez vos autoportraits? Parce que c'est pas facile de se regarder soi-même. Je suis devant un miroir et je regarde dans le miroir. Vous nous montrez? Oui. Je crois que c'est là-haut. Allez. Alors, comment je suis comme ça, tout simplement. Voilà. Vous vous regardez dans le miroir, donc. Voilà. Tout simplement. Et là, j'ai mis pastel. Je
sais que vous peignez des autoportraits depuis très longtemps. J'imagine qu'on voit un peu défiler le temps dans ces propres C'est ce qui œuvres. m'intéresse beaucoup. Je pense que le dénominateur commun de mes portraits, des nus et des machines que je réalise en ce moment, c'est le temps. Je trouve ça absolument sublime. Et il est temps pour nous de soumettre Nabil Ayouch à notre désormais traditionnel questionnaire du Paris des Arts. Il est assez lointain, c'est mes toutes premières années. À la Maison du Maroc, là où je suis né, et juste en face, dans le parc Montsouris, où j'ai appris à marcher. Il n'y a pas beaucoup de villes où c'est agréable de marcher, et la première chose que je fais en arrivant à Paris, c'est juste, tout simplement, marcher. C'est un petit restaurant japonais qui se trouve sur l'île Saint-Louis, quai d'Orléans, plus précisément, qui s'appelle Izami. Je pense qu'il faut essayer de remettre un petit peu de créativité, de folie au cœur de cette cité, qu'il mérite amplement. Le Parisien, il est pressé, il est révolté aussi. Alors c'est un film d'Orson Welles qui s'appelle Le Procès, qui a été tourné dans l'ancienne gare d'Orsay, devenue musée depuis. Invitante. Invitante. Oui. Je trouve que Paris nous invite à tous les plaisirs. Merci Nabil Ayouch. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr retrouver notre émission sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite. Notamment à l'actrice principale, Loubna Abinar. Ça va pas? Je sens que c'est la bonne. Et je pense notamment à Loubna Abinar. Pour avoir le bêtisier de ça ou pas? Ah, comment tu m'as donné la dalle? C'était bien le coup du bête là. Voilà.